Bonjour à tous et merci d'écouter le podcast Trading Masters. Je suis Xavier et je vais vous parler de stratégie d'investissement et de modèles de trading en me basant sur l'expérience des meilleurs traders de tous les temps. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 8 de Trading Masters. Aujourd'hui, on va parler d'éducation financière et notamment pourquoi vous pouvez gagner beaucoup d'argent et finir ruiné ou bien en gagner beaucoup moins et finir riche. En fait, même s'il y a évidemment un lien entre les revenus qu'on touche et le patrimoine d'une personne, ce lien n'est pas si fort qu'on l'imagine et je vais expliquer pourquoi. Dans cet épisode, je vais utiliser un livre très connu qui s'appelle Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Petit disclaimer avant d'attaquer la revue du livre. Parfois, Kiyosaki parle des pauvres ou de la classe moyenne en généralisant énormément, d'une manière qui peut paraître un peu hautaine, comme s'il suffisait de vouloir être riche pour l'être et comme si c'était leur faute d'être dans cette situation. C'est une manière de voir le monde un peu simpliste et très américaine, mais que je reprends dans cet épisode, au moins au début, pour mieux passer son message. Donc ne vous braquez pas si vous entendez des généralités du type « les pauvres font ci, les riches font ça ». Kiyosaki a eu deux mentors, son véritable père et le père de son meilleur ami. D'un côté, un père instruit, ayant mené de grandes études, qui a un très bon poste au ministère de l'Éducation américain et qui a laissé derrière lui des dettes à rembourser à ses enfants. Et de l'autre, un père, qui est en fait le père d'un ami, ayant arrêté ses études au collège et qui, lui, a légué des dizaines de millions de dollars à ses héritiers. Les deux hommes avaient des opinions totalement opposées sur l'argent. Le premier souhaitait que son fils trouve un emploi bien payé et l'autre qu'il apprenne à ce que l'argent travaille pour lui. Le livre commence par une anecdote. À l'âge de 9 ans, Robert Kiyosaki et son meilleur ami Mike ont demandé au père de Mike, qu'on va appeler Père riche, de leur apprendre à gagner de l'argent. Après 3 semaines passées à faire le ménage dans un des nombreux magasins du père de Mike, pour un salaire de misère, 10 cents la semaine, Kiyosaki n'en peut plus et pense de plus en plus à démissionner. C'est le moment que choisit son père riche pour lui donner sa première leçon sur l'argent. Certaines personnes quittent leur travail car elles ne sont pas assez bien payées. D'autres y voient l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Ensuite, Père riche demande aux deux jeunes garçons de travailler pour lui gratuitement. En agissant comme ça, il veut les forcer à imaginer une façon de créer leur propre source de revenus, indépendamment de leur travail pour lui. L'inspiration leur vient quand ils remarquent que certaines bandes dessinées doivent être rendues aux distributeurs de journaux pour être détruites, celles qui n'ont pas été vendues pendant la semaine. Ils demandent à la personne qui vient prendre les BD s'ils peuvent les garder. Et la réponse est oui, à condition qu'ils ne les vendent pas. Donc ils les récupèrent chaque semaine et ouvrent une bibliothèque pour leurs copains de classe et leur font payer un droit d'entrée, 10 cents pour 2 heures de lecture. Ils payent la sœur de Mike $1 par semaine pour s'occuper de la gestion de leur nouveau business. Bientôt, ils touchent $9,50 par semaine sans avoir à se préoccuper de la gestion de leur bibliothèque. Ils ont tout délégué. Ils viennent alors de créer leur première entreprise. Le fossé qui se creuse actuellement entre les plus riches et les plus démunis n'est pas dû au hasard. Le système éducatif tel qu'il est construit aujourd'hui ne permet pas de réduire cet écart. Son objectif premier est de vous apprendre à vous insérer dans le monde professionnel tel qu'il est, et donc à vous permettre de devenir de très bons employés, et pas de très bons employeurs, et c'est ça qui fait toute la différence. Le système éducatif actuel n'enseigne pas non plus les bases de la gestion des finances personnelles, qui ont permis aux riches de construire leur richesse. C'est de votre responsabilité de vous former, et d'utiliser cette connaissance pour acquérir les actifs qui vous permettront de générer des revenus. Le problème n'est pas de savoir combien vous gagnez, mais bien plus combien vous parvenez à mettre de côté. On va voir les étapes pour sortir de ce qu'il appelle la rat race, la course de rat. D'abord, comprendre la différence entre un actif et un passif. Je dois mettre un premier bémol. Je reprends la terminologie du livre, mais je suis pas un fan, car ce sont des termes comptables qui ont un sens différent en finance que celui que Kiyosaki utilise ici. Mais je garde ces termes actif et passif pour faciliter l'explication. Donc un actif est quelque chose qui permet de générer des revenus à son propriétaire. Un passif, au contraire, génère des dépenses. Les pauvres, eux, gèrent leur argent au jour le jour. Ils n'ont pas vraiment d'actifs ou de passifs, ils ont surtout des dépenses. Un cran au-dessus, les personnes appartenant à la classe moyenne achètent des passifs alors qu'ils pensent acquérir des actifs. Ils achètent une voiture, une télé, une tablette. Les riches, ou les futurs riches, construisent eux une base solide d'actifs leur générant des revenus. La classe moyenne se retrouve en permanence dans un état constant de lutte financière. Leur première source de revenus est le salaire. Et les augmentations de salaire s'accompagnent généralement de hausses d'impôts. Et leurs dépenses augmentent en même temps que leur salaire.
D'où l'expression « rat race », qui se traduit par une sorte de course effrénée à la consommation et au remboursement des emprunts contractés pour consommer. Ils s'accrochent donc désespérément à leur emploi et paradoxalement, plus ils gagnent, plus ils dépensent et moins ils sont libres. Et enfin, ils considèrent leur maison comme leur actif le plus important, au lieu d'investir dans des actifs qui leur permettront de générer des revenus. Car non, selon Kiyosaki, votre résidence principale n'est pas un actif, et j'expliquerai pourquoi. Les riches restent riches, et le deviennent de plus en plus, car ils acquièrent en permanence des actifs, et leurs investissements génèrent des revenus toujours plus conséquents, qui dépassent de loin leur rythme de dépenses. Alors pourquoi est-ce que votre résidence principale n'est pas un actif ? D'abord, parce que vous travaillerez toute votre vie pour rembourser l'emprunt que vous avez contracté. Ensuite, vos charges d'entretien représentent des frais importants. Vous devez aussi vous acquitter de la taxe foncière et de différents impôts. Votre résidence principale peut se déprécier si le marché de l'immobilier chute ou si vous achetez en haut de cycle. Enfin, plutôt que d'avoir investi dans un actif qui vous rapporte de l'argent régulièrement, vous remboursez vos mensualités de crédit à la banque. Autrement dit, le véritable propriétaire de votre maison, c'est la banque. Si vous souhaitez réellement acquérir votre résidence principale, générez d'abord les revenus qui permettront de financer vos mensualités de crédit. Voici quelques exemples d'actifs véritables. Un appartement que vous louez et dont le loyer versé par le locataire vous permet de rembourser la mensualité du crédit. Ou alors un business qui ne requiert pas votre présence mais dont vous êtes le principal actionnaire. Mais ça peut être des choses comme un e-book mis sur Amazon et qui vous rapporte des droits d'auteur. En résumé, les principales étapes pour sortir de la rat race sont comprendre la différence entre un actif et un passif. Concentrer ses efforts sur l'achat d'actifs générant des revenus réguliers. Maintenir ses dépenses et ses dettes à un niveau minimal. Et enfin, s'occuper de ses propres affaires, de son propre business. Je pense que pour une grande partie d'entre vous, surtout ceux qui travaillent depuis quelques années, cette vision fait un peu mal. En effet, soit vous avez acheté votre résidence principale, soit vous voulez le faire. Et ça vous semble le meilleur choix financier. Honnêtement, je pense pas que ce soit la meilleure chose à retenir du livre de Kiyosaki. Mais ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est réfléchir à ce qu'on considère comme une dépense ou comme un investissement. Une formation, par exemple, peut vous sembler une dépense, alors qu'en fait, c'est un investissement en vous. Une voiture peut ressembler à un investissement parce que vous pouvez la revendre, mais en fait, c'est clairement une dépense, enfin surtout un passif. L'idée de Kiyosaki, c'est de garder votre travail actuel, mais commencer à réfléchir à votre propre business. Kiyosaki a débuté sa carrière professionnelle en vendant des photocopieurs chez Xerox. Grâce à ses revenus, il a investi dans l'immobilier. En l'espace de 3 ans seulement, les revenus générés par ses investissements dans l'immobilier ont excédé son salaire. Il faudra un peu qu'il m'explique comment il fait, mais en tout cas, il a réussi assez rapidement. Il a ensuite décidé de quitter l'entreprise pour s'occuper à plein temps de son propre business. Il savait que c'était la seule solution pour sortir de la rat race. Ne dépensez pas tous vos revenus. Construisez-vous un portefeuille diversifié d'actifs et vous dépenserez plus tard quand ces actifs vous rapporteront suffisamment. Parlons un peu impôts. L'impôt sur le revenu a vu le jour en Angleterre en 1874. Aux États-Unis, il a été introduit en 1913. Ce qui était au départ un plan pour faire participer les riches à la croissance et au développement de la nation a ensuite été étendu à la classe moyenne et aux plus pauvres. Les riches possèdent une arme secrète pour se protéger des taxes particulièrement lourdes. Il s'agit tout simplement de leur entreprise. Ça leur offre beaucoup d'avantages en termes de fiscalité. On va prendre l'exemple des propriétaires d'entreprises. Les propriétaires d'abord gagnent de l'argent, ensuite dépensent leur argent et enfin payent leurs impôts. Les salariés d'entreprise gagnent de l'argent, payent les impôts et ensuite dépensent leur argent. Kiyosaki nous invite ensuite à prendre en considération les principaux composants de ce qu'il appelle le QI financier. D'abord la comptabilité. Vous n'avez pas le choix. Si vous souhaitez investir en bourse, il vous faudra nécessairement avoir quelques notions de comptabilité pour savoir lire les rapports annuels des entreprises. Et ce sera la même chose, et encore plus important, si vous souhaitez créer votre propre business ou investir dans l'immobilier locatif. Ensuite, la stratégie d'investissement. Cette faculté s'affinera avec l'expérience. Échanger avec des investisseurs et observer comment ils se comportent. Poser des questions aux personnes qui ont monté leur business, quel qu'il soit. Ensuite, la loi du marché. Maîtriser la loi de l'offre et la demande. Aucun chef d'entreprise ne peut réussir s'il ne maîtrise pas un minimum cette base. Sachez comprendre les besoins de vos clients et ayez des notions marketing de base. Je vous conseillerais le podcast ou la chaîne YouTube de Marketing Mania, Stanislas Leloup, qui est, je trouve, à la fois très motivant et donne des vrais conseils qu'on peut appliquer. Et enfin, le droit. Il faut un minimum de connaissances en droit
pour faire croître votre business dans les bons clous. Perfectionnez-vous dans ce domaine. La confiance en vous, associée à un QI financier élevé, seront sans aucun doute vos alliés les plus sûrs pour atteindre la liberté financière. Bien sûr, il vous faudra économiser chaque mois avant d'investir, mais seul, ça ne suffit pas. Il faut aussi trouver les bonnes opportunités. Prenons un exemple. Au début des années 90, l'économie de Phoenix aux États-Unis était au plus mal. Des maisons achetées $100 000 se vendaient $75 000. Kiyosaki a alors fait son marché aux enchères publiques de maisons, saisi pour impayé et acquis le même type de maison pour $20 000. Il les a ensuite revendues au prix de $60 000, réalisant au passage une plus-value plutôt confortable. Après 6 mois passés à faire ce type de transaction, il dégagea un bénéfice net de $190 000 pour 30 heures réellement travaillées. Honnêtement, je vous cite l'exemple parce qu'il fait partie du livre. Après, je suis pas particulièrement fan et je pense que c'est toujours un peu romancé. Ensuite, dans le livre, le père riche explique qu'il y a 2 types d'investisseurs. D'abord, ceux qui achètent des packages d'investissement. Vous êtes dans ce cas quand vous confiez votre argent à un promoteur immobilier, un gérant de fonds. C'est une façon simple et claire de placer votre argent. La manière la plus intelligente pour moi, si on veut rester dans ce mode, serait les ETF pour investir sur les marchés actions ou les SCPI si vous voulez investir dans l'immobilier locatif. Deuxième moyen, en dehors des packages d'investissement, l'investisseur professionnel. Vous êtes dans ce cas quand vous vous occupez de vos propres investissements. Vous saisissez vous-même les opportunités qui se présentent à vous. C'est ce type de comportement qu'encourage le père riche dans l'histoire. Pour ça, vous devez travailler 3 types d'attitudes. D'abord, savoir identifier une opportunité que personne n'a vue. Ensuite, savoir lever des fonds. Et savoir faire travailler ensemble des gens intelligents. Pour identifier une opportunité que personne d'autre n'a vue, apprenez à identifier ce qui fait vraiment la valeur ajoutée d'un business. Est-ce que vous pensez réellement que ce qui est le cœur de business de McDo, ce sont les hamburgers ? En réalité, le cœur du business de la chaîne de fast-food, c'est l'immobilier et la recherche d'emplacements stratégiques dans les quartiers les plus en vogue de chaque ville du monde. Il y a une dernière chose qu'il vous faudra absolument maîtriser pour réussir dans vos investissements, c'est l'acceptation du risque. Vous devez apprendre à maîtriser vos émotions et passer au-dessus des éventuels échecs que vous subirez. C'est votre capacité à rebondir qui apportera la réussite, pas votre volonté de réussir tout de suite. À nouveau, travaillez pour apprendre, ne travaillez pas pour l'argent. Sur le point de l'éducation, il faut clairement une éducation différente. Les écoles forment des professionnels. Malheureusement, certains professionnels deviennent tellement spécialisés dans un domaine qu'ils ne savent plus comment se débrouiller dans les autres. Et il leur devient impossible de devenir indépendants et de créer leur business. La spécialisation n'est pas nécessairement l'idéal dans l'optique qui nous occupe, mais bien plus de retenir les leçons essentielles dans chaque domaine pour maîtriser les 20% qui apportent 80% de la valeur ajoutée de votre futur business. Les 20% dans le marketing, dans l'investissement, dans la fiscalité, dans le droit. Et c'est ce genre d'enseignement que le père riche a transmis à Robert et à Mike. Mike a ensuite repris l'empire que lui avait laissé son père, alors que dans le même temps, Robert Kiyosaki crée le sien via l'immobilier, le lancement de nouveaux produits et des programmes d'éducation. Kiyosaki liste 5 obstacles qui peuvent vous nuire pour atteindre la liberté financière. D'abord la peur. N'agissez pas uniquement en fonction de ce que vous pensez être le plus sûr. Si vous ne vous engagez pas et que vous ne voyez pas grand, vous ne réussirez jamais. Ensuite, le cynisme. N'écoutez pas les personnes de votre entourage qui ne se donnent pas les moyens de réussir et se permettent de critiquer ce que vous êtes en train de réaliser. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Ensuite, la paresse. Ne cédez pas aux sirènes de la rat race. Si vous vous reposez sur vos lauriers, vous ne sortirez jamais du quotidien qui vous satisfait pas. Soyez proactif et persévérant. Ensuite, les mauvaises habitudes. Vos habituelles dépenses doivent se transformer en épargne et en investissement. La liberté est à ce prix. Et enfin, l'arrogance. Ne pensez pas que vous savez tout à propos de l'argent. Écoutez ce que les autres ont à dire, formez-vous. Kiyosaki nous donne ensuite 10 étapes pour réveiller votre génie financier. Honnêtement, je vais pas toutes vous les donner parce qu'il y en a beaucoup qui font pas trop de sens pour moi. Je vais en citer à peu près la moitié qui pour moi me faisait le plus de sens. D'abord, trouvez quelque chose qui dépasse votre réalité, votre rêve le plus fou. Imaginez la liberté, le mode de vie que vous auriez si vous pouviez maîtriser votre temps. Pensez à ce que vous ne souhaitez pas être et tirez un trait dessus. Ensuite, mettez à l'épreuve votre libre arbitre tous les jours. Vous pouvez choisir de regarder la famille Kardashian à la télé ou lire la biographie de Warren Buffett. Tout dépend de la façon dont vous souhaitez occuper votre temps et votre énergie. Choisissez vos amis avec précaution. Ne vous laissez pas polluer par les avis tranchés de certaines personnes qui ont un avis sur tout et ne font jamais rien. Entourez-vous de gens créatifs et qui veulent vraiment prendre les commandes de leur vie. Payez-vous en premier.
En disant payez-vous en premier, Kiyosaki veut dire épargnez avant de dépenser. Autodisciplinez-vous en maintenant au plus bas votre niveau de dépense. Ensuite, et c'est assez rare pour être souligné, Kiyosaki dit faites-vous plaisir. Une fois que vous générez des revenus suffisants via vos investissements, n'hésitez plus à vous offrir la dernière Audi. Foncez. Pour conclure, le plan d'action pour atteindre la liberté financière. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Évaluez votre situation actuelle. Arrêtez ce qui ne marche pas et envisagez toutes les options possibles. Soyez toujours à la recherche de nouvelles idées et surtout, agissez. Trouvez des gens qui ont déjà fait ce que vous souhaitez réaliser et rencontrez-les. Posez-leur des questions, demandez des tuyaux, invitez-les à déjeuner. Ensuite, formez-vous. Achetez des livres, regardez des vidéos, écoutez des podcasts. Enfin, apprenez l'histoire. N'hésitez pas à vous inspirer des biographies des milliardaires du monde entier ou des personnes qui vous inspirent pour comprendre quel a été leur parcours et leur façon de penser. Ça peut paraître bizarre, mais je vous conseille par exemple la biographie d'Arnold Schwarzenegger, de son petit village d'Autriche jusqu'à gouverneur de Californie. Toutes ces biographies sont une véritable mine d'or en matière d'apprentissage. Pour conclure, Père riche, Père pauvre est un livre intéressant, même si je trouve qu'il pourrait être résumé en à peu près 10 pages, comme beaucoup de livres de ce type. Si vous devez retenir qu'une chose, c'est cette notion d'actif-passif. À nouveau, à ne pas confondre avec les vraies définitions comptables. On parle souvent des cordonniers qui sont les plus mal chaussés, et je dois avouer que j'ai acheté plusieurs fois d'ailleurs des résidences secondaires. Sur le principe, c'est super attirant et j'ai passé beaucoup de bons moments à la mer ou à la montagne. Mais je vous confirme que tant qu'ils sont pas loués, ce sont des caprices qui coûtent cher. J'ai revendu un appartement à la montagne récemment, car je le louais pas, il était un peu trop beau, trop bien meublé et je voulais pas l'abîmer, pour finalement acheter de l'immobilier locatif. J'ai la chance de pas être passionné de voiture et j'ai toujours été très raisonnable de ce côté-là. Mais voilà un autre bel exemple de passif au sens de Kiyosaki. Père riche, Père pauvre, c'est un bon livre pour commencer votre éducation financière. Il donne des bases, surtout au niveau des dépenses et des erreurs à ne pas faire. Il permet aussi de se motiver à épargner et à investir. Après, il ne livre pas de recettes toutes faites et vous serez obligé d'approfondir les domaines qui vous intéressent, que ce soit l'immobilier, la location de parking ou les marchés financiers. Voilà pour ce résumé du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager ce podcast avec des personnes qui sont intéressées de près ou de loin à l'investissement. Dans le prochain épisode, on va parler des décisions absurdes et comment les éviter, avec des exemples dans l'aviation, dans les crashs d'avions, pour comprendre comment deux pilotes très expérimentés, très intelligents arrivent à prendre des décisions complètement absurdes. Voilà, merci beaucoup et au prochain épisode. Ciao.